premièrement, je suis très content de venir à Reims. J'ai donc répondu très chaleureusement à l'invitation de Pascal, parce que j'aime bien cette ville, et puis parce qu'il m'a dit qu'évidemment, j'aurai une bouteille de chambre par question posée à la fin. Donc, je suis très intéressé à ce que vous restiez. Alors, en fait, j'avais demandé aussi à la ville de Reims d'équiper les sièges de ceinture, parce qu'en fait, vous allez aller très vite ce soir, parce que j'ai l'intention de vous parler du climat de la Terre depuis 3,5 milliards d'années, en 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc, ça va, d'un certain côté, défiler assez vite. Mais bon, à part cette espèce de désir de faire très vite défiler l'histoire de la Terre, ça n'aurait pas de sens si ce n'était pas sous-tendu par quelque chose qui est très important pour moi, qui est de comprendre, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont été à la conférence d'hier, dont Pascal m'a parlé, mais il y a une espèce de ruée sur les exoplanètes, on en trouve de toutes sortes, dans des systèmes très différents. Ça, c'est une chose. On va avoir des centaines, des milliers d'exoplanètes. Mais une autre chose est de savoir si la vie apparaît sur une planète, est-ce qu'elle est évanescente, c'est-à-dire elle dure très peu de temps finalement, par rapport à la vie de la planète elle-même, ou est-ce qu'elle peut être continue? Alors évidemment, on n'a pas de réponse à cette question de façon générale sur les planètes, mais on a une réponse sur notre planète. Et c'est pour ça que la paléoclimatologie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, pas que la paléoclimatologie, mais le fait de s'intéresser à l'histoire de la Terre sur aussi longtemps. Parce qu'en fait, on arrive à remonter jusqu'à peu près 3,8 milliards d'années, et depuis 3,5 milliards d'années, on sait qu'il y a de la vie sur Terre. Alors, pas la vie qu'on connaît aujourd'hui, enfin aussi un peu la vie qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des bactéries, des choses extrêmement frustres, mais de la vie. Et cette vie-là, elle a connu plusieurs crises, mais elle est toujours là, et pendant ces 3,5 milliards d'années, elle a été là de façon continue. Donc, en fait, la seule planète sur laquelle on sait qu'il y a eu de la vie, on sait aussi qu'il y a eu de la vie pendant 3,5 milliards d'années. Et ça, je pense que c'est une extrêmement bonne nouvelle, a priori, pour les gens qui cherchent de la vie sur des exoplanètes. Alors, c'est surtout une bonne nouvelle si on comprend pourquoi. Pourquoi? Comment ça se fait? Alors, avant de rentrer dans la conférence elle-même, de toute façon, je vais y aller par petites touches, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de quelqu'un qui est devenu quand même assez connu, qui s'appelle Lovelock, et qui avait une théorie qui s'appelait la théorie Gaïa. Ça vous dit quelque chose ou rien? Bon, donc je vais expliquer un peu. Donc Lovelock, c'est quelqu'un qui, dans les années 60-70, avait, pour la première fois, écrit des livres pour essayer de diffuser l'idée que la Terre était une planète vivante, au sens global, c'est-à-dire qu'elle se défendait en quelque sorte contre ses agressions, elle s'adaptait au changement d'environnement que soit elle produisait elle-même, soit qui était produit par différentes causes externes. Alors, pour un physicien comme moi, cette vision-là, même si elle est séduisante et tout, ce n'est pas satisfaisant, parce que vous voulez comprendre pourquoi, sur Terre, il y a eu des rétroactions qui font... Parce qu'en fait, s'il y a eu de la vie sur Terre, pendant si longtemps, c'est que la température à la surface de la Terre, elle était régulée. Mais ce n'est pas de la magie. Derrière cette régulation, il y a plein de choses que je vais vous expliquer ce soir. Donc la première chose, avant de s'intéresser au cas le plus intéressant qui est notre propre planète, c'est bien d'aller faire un petit tour ailleurs. Donc si on regarde nos deux voisines, d'abord Mars. Donc Mars, il y a un cycle diurne très important, il fait très froid, très inhospitalier. Bon, il y a des gens qui ont prétendu qu'il y avait de l'eau sur Mars, mais bon, il y a peut-être de l'eau à l'intérieur de Mars, mais bon, en tout cas, il n'y a pas de réponse très claire à cette question pour l'instant. En tout cas, Mars, elle a quelque chose de différent quand on pense au climat, quelque chose de différent de la Terre. Alors, est-ce que vous savez ça? Qu'est-ce que la Terre a peu de gens savent ça. Hein. Si quelqu'un sait, c'est vraiment une question rouge, parce que qu'est-ce que la Terre a de très particulier qui fait que son climat est quand même borné? L'atmosphère, ouais, mais c'est pas l'atmosphère. Elle est dans la zone habitable, ouais, pas mal, mais c'est pas ça non plus. Autre chose. Alors en fait, il y a un chercheur qui est très connu, dans le monde de la recherche en tout cas, qui s'appelle Laskar, qui a montré plein de choses, mais qui a montré une chose assez importante, c'est qu'à cause de notre satellite, la Lune, l'obliquité de la planète, c'est-à-dire en fait l'axe que font les pôles avec l'axe de l'écliptique, il était borné. Il ne peut pas bouger. Et cet axe-là, il est déterminant pour le climat d'une planète. Si cet axe-là bouge de façon très chaotique, la probabilité d'une installation de la vie est extrêmement faible.
Or, il se trouve que sur Terre, grâce à la Lune, l'axe est borné entre 22 et 24 degrés. Ça oscille avec une fréquence d'à peu près 40 000 ans, mais entre des valeurs qui sont extrêmement proches, la fenêtre est petite. Bon, revenons à Mars. Vous connaissez la Lune de Mars? Non, il n'y a pas de Lune. Il y a 2 cailloux, c'est tout. Donc l'obliquité de la planète Mars n'est pas bornée. Et donc ça, c'est un calcul de ce fameux Laskar qui vous montre l'évolution de l'obliquité martienne. Alors vous allez me dire, bon, d'accord. Mais il se trouve que sur Mars, il y a des calottes. Et ces calottes sont dans les zones polaires. Si l'obliquité bouge, les calottes vont bouger à leur tour. Et un des mystères sur Mars, c'était le fait qu'on voit des roches striées aux hautes latitudes martiennes. Et pourtant, il n'y a pas de calotte, il n'y a rien. Et tout se passe comme s'il y avait eu de la glace là. Alors, bon, il y a des géologues qui sont plutôt les spécialistes de ces questions-là, qui ont dit oui, c'est de l'eau qui est sortie du fond de Mars. Bon, en fait, il y a quelqu'un qui s'appelle François Forget, qui a utilisé un modèle climatique martien, comme on a des modèles climatiques terrestres, et qui a utilisé la courbe de Laskar que je vous ai montrée tout à l'heure, et qui a regardé sur des dizaines de millions d'années comment évolue le climat sur Mars. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé un truc qu'on aurait pu trouver tout de suite. C'est que quand l'obliquité bouge, la calotte suit. Et donc, les paléolocalisations des calottes sont les endroits qu'on voit aujourd'hui vidés de glace, mais striés. Et ça, il a démontré. Ça a fait un très beau papier, et ça a résolu le problème de savoir pourquoi sur Mars, il y a des zones striées alors qu'il n'y a pas de calottes de glace. Il y a eu des calottes de glace. Et il y a eu des calottes de glace, pourquoi? Parce que l'obliquité de Mars bouge. C'est juste pour vous dire qu'on peut parler de climat, on peut parler de cryosphère, on peut parler de tout ça sur Mars. Il n'y a pas de vie, mais il y a quand même plein de choses qui se passent. Et ça, c'est parce qu'on a compris que l'obliquité bougeait sur Mars, et bougeait de façon considérable. Or, sur Vénus, on sait beaucoup moins de choses, du point de vue du climat passé de Vénus. On sait qu'aujourd'hui, quand on regarde Vénus, on ne voit pas Vénus, parce qu'en fait, il y a une atmosphère extrêmement dense, qui fait une chaleur invivable. Et donc, on est entouré, on est sans doute la seule planète tellurique sur laquelle il y a de la vie, certainement. Et ça, c'est déjà extraordinaire, mais ce qui est plus extraordinaire, c'est que cette vie, elle existe depuis 3,5 milliards d'années, c'est-à-dire elle a accompagné quasiment toute la vie de la Terre. Alors, tout ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est comment c'est possible. Pourquoi la Terre est régulée? Comment elle a été régulée et éventuellement comment elle a été dérégulée. Alors, il ne vaut mieux pas qu'elle soit trop dérégulée. Elle va finir très dérégulée en quelques milliards d'années. Mais en tout cas, pour la vie, ce n'est pas une bonne chose forcément qu'elle soit dérégulée. Mais en tout cas, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'il y a une régulation, que je vais vous expliquer, qui fait que la Terre a pu traverser ces milliards d'années avec des températures à sa surface tout à fait compatibles avec la vie. Alors, une chose très importante, c'est que quand on veut savoir ça, quand on veut savoir comment le climat a varié sur Terre, c'est quelle est l'énergie. Vous savez que 99,9% de l'énergie qui arrive sur Terre, c'est l'énergie solaire. Donc c'est elle qui est importante a priori. Donc c'est très important de savoir comment elle a varié, cette énergie solaire. Donc en fait, ce n'est pas un truc très poétique ni qu'on dit tellement souvent de nos jours, mais le Soleil n'est qu'un réacteur nucléaire. Il brûle son hydrogène, qui transforme en hélium, et puis il va brûler son hélium, et puis il va se transformer en géante rouge dans 5 milliards d'années. Tout ça, c'est très bien su parce que notre Soleil n'a rien d'extraordinaire. Dans la galaxie, il y a plein de soleils comme ça, donc on connaît très bien l'évolution du système. Et l'évolution du système, elle est très simple, c'est ça. À peu près tous les milliards d'années, le Soleil gagne 7%. Donc un petit calcul de rétrocalcul, il y a 4,6 milliards d'années, le Soleil il brillait moins fort, d'à peu près 30 à 35%. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est fondamental de bien comprendre ça. Ça veut dire que si le Soleil était beaucoup plus faible, toutes choses égales par ailleurs, on serait devenu ça. Et on le serait devenu pendant longtemps. Parce qu'une fois, alors ça c'est Encelade, c'est un satellite de, je ne m'en rappelle plus, mais vous le lisiez, je ne peux pas lire moi. C'est marqué. C'est Encelade et c'est un satellite gelé. Pourquoi on en serait sorti de toute façon? Parce que le Soleil, chaque milliard d'années, il gagne 7%. Donc à un moment donné, il aurait été capable de fondre la Terre si la Terre avait été comme ça. Et la Terre aurait dû être comme ça compte tenu du Soleil jeune. Je vous ai dit, toutes choses égales par ailleurs. Alors le gros avantage d'être sur Terre, c'est qu'on sait très bien que ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
non seulement la Terre n'était pas gelée, mais en plus la Terre était chaude, très chaude. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait pas de continent, il n'y avait que des océans, et ces océans faisaient 50 degrés, on pense, à peu près de température. Et ça, on le sait grâce aux sédiments et aux isotopes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Terre, qui aurait dû normalement être une planète gelée pendant des milliards d'années, n'a pas du tout été gelée? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Ouais, le volcanisme, mais le volcanisme, des milliards d'années. Hein. Par exemple, là, vous avez Pinatubo, bon, paf, ça envoie du CO2 pendant un moment, mais 2 ans après, il n'y a plus rien. Là, des milliards d'années. Donc, ouais, le volcanisme, ouais, mais pas que le volcanisme. Non, non, ouais, ça aussi, il peut y avoir un flux géothermique plus important parce que le noyau et le manteau sont plus élevés. Alors là, c'est une question verte, hein, parce qu'on ne parle que de ça, donc le CO2, voilà. Ouais, à cause des gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est clair que c'est lié, en fait, aux gaz à effet de serre. C'est les seuls capables de gagner 30 degrés. Il faut gagner 30 degrés à la température de surface. Alors, déjà, dans les années 70, un très bon astrophysicien qui s'appelait Carl Sagan a proposé l'ammoniac. Ça, c'était une idée d'enfer, parce que l'ammoniac, NH4, c'est un très bon gaz à effet de serre. Meilleur que le méthane, qui est meilleur que le CO2, qui est meilleur que l'eau. Un très bon gaz à effet de serre. Le seul truc qui ne marchait pas dans l'ammoniac, c'est que l'ammoniac, quand il monte dans l'atmosphère, il monte, et il est photolysé par la lumière solaire. Et photolysé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les molécules d'ammoniac sont détruites pour devenir des aérosols, ou sont détruites pour devenir d'autres gaz. Et du coup, il faut avoir une source d'ammoniac très puissante pour compenser ce puits. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, pas d'ammoniac. Alors ensuite, il y a un autre candidat qui a été présenté, qui lui était très sérieux, c'est ce que vous avez dit, le CO2, pour la raison que quelqu'un a dit dans la salle, peut-être la même personne, le volcanisme. Si vous mettez du CO2 dans l'atmosphère, ça va changer un peu le bilan radiatif, ok, mais il va être aussi assez vite nettoyé. Donc soit vous avez beaucoup de volcanisme pendant des milliards d'années, soit vous avez une façon, donc vous savez qu'un gaz dans l'atmosphère, c'est très simple. C'est un bilan entre la source, le volcanisme, et le puits. Alors le puits du CO2 à l'échelle géologique, il y a peu de gens qui savent comment ça marche. Vous avez une idée? C'est un truc dont on n'entend pas parler parce que ça ne nous concerne pas, ce n'est pas demain, ce n'est pas des processus. En fait, c'est l'altération des silicates. C'est-à-dire que quand il pleut, les gouttes se chargent de CO2, deviennent acides, et elles attaquent les roches silicatées. Et dans cette réaction, on pompe du CO2 qui passe de l'atmosphère aux rivières et au fond marin. C'est ça, exactement ça, le puits de CO2. Alors il y a un truc qui fait que le puits de CO2 il était réduit à néant au début de l'histoire de la Terre, les premiers milliards d'années. Est-ce que vous savez ce que c'est? Normalement, s'il y en a qui ont suivi, normalement c'est bon. Parce que pour qu'il y ait des roches silicatées, il faut qu'il y ait des continents. S'il n'y a pas de continent, pas de roches silicatées, rien ne se passe. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une source, comme vous l'avez dit, qui est plus forte, ok, très bien, et vous n'avez pas de puits. C'est-à-dire que le CO2 qui est émis, il reste. Il est très très lentement. Tant qu'il n'y a pas de continent, les continents n'arrivent que vers 3 milliards d'années, ça va, c'est bon. Le CO2 va pouvoir compenser. Alors on se dit, c'est bon. En fait, c'est le CO2 qui nous a protégés pendant des milliards d'années. Puis là, il y a des géologues, qui vont voir les plus vieux cratons. Donc les plus vieux cratons dont on dispose, c'est de 3 milliards d'années. Et ils disent, tiens, s'il y avait autant de CO2 dans l'atmosphère, à la surface continentale de ces cratons qui commencent à se former, on devrait former, puisque les cratons contiennent du fer, de la sidérite. Manque de bol, sur le premier craton, pas de sidérite. Deuxième, pas de sidérite. Pas de sidérite. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le CO2, il ne pouvait pas être tout seul à faire le job, parce que s'il avait été tout seul, il aurait dépassé les limites de réaction de sidérite, et on aurait dû voir de la sidérite. Alors, je vais passer un bon moment de mon temps d'exposé tout à l'heure à vous expliquer pourquoi le CO2, c'est vraiment extraordinaire. Pourquoi ça régule. Mais là, il ne l'a pas fait tout seul. Il ne pouvait pas le faire tout seul. Alors, il fallait qu'il ait un comparse. Alors, le comparse du CO2, il y a des gens qui ont dit le méthane. Le méthane, c'est un bon gaz à effet de serre. Et puis, vous savez que du méthane, il y en a sur d'autres planètes ou d'autres satellites comme Titan. C'est quelque chose de plausible. Sauf que Titan, ce n'est pas la Terre. Et que sur Terre, il ne peut pas y avoir de méthane directement issu de la géologie non biologique. Alors ça, c'était quand même une sacrée contrainte, parce qu'il fallait trouver quelque chose qui permette de le faire. Alors,
il y a quelqu'un qui s'appelle Casting, qui est très connu en exoplanète, mais qui est assez connu aussi en climat primitif de la Terre, qui a prétendu, et ça reste toujours très discuté, moi je pense que c'est tout à fait plausible, je vais vous expliquer pourquoi, que oui, le méthane, ça allait le faire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le méthane, c'est aussi un gaz génial, et j'explique pourquoi il y a des gaz qui sont géniaux. Les gaz qui sont géniaux, c'est des gaz qui peuvent réguler. Si vous voulez réguler un système, il faut que vous ayez les processus physiques ou chimiques qui permettent, quand il va trop haut, de lui dire « et quand il va trop bas, pareil ». Et bien le méthane, il fait un peu ça. Ça, c'est une photo de Titan. Vous savez pourquoi Titan est orangé comme ça? Titan est orangé comme ça parce que le méthane, quand il monte dans la colonne atmosphérique, il est photolysé, pourtant Titan est loin, et transformé en aérosol. Et c'est ces petits aérosols qui renvoient la lumière du Soleil qui donnent à Titan cette couleur orangée. Donc le méthane, il a cette propriété que c'est un très bon gaz à effet de serre, 30 fois meilleur que le CO2, et il a cette propriété que quand il monte dans la colonne atmosphérique, il peut se transformer en aérosol, et donc il peut refroidir. Parce que quand on reflète de la lumière, on refroidit. Donc c'est un très bon candidat, le méthane. Alors maintenant, il y a ces gens qui disent « mais ce n'est pas possible, on ne peut pas avoir de méthane sur Terre ». Donc Titan est un mauvais analogue. Et ils ont raison. Il ne peut pas y avoir de méthane sur Terre de la même façon qu'il y a du méthane sur Titan. Mais il peut y avoir du méthane sur Terre quand même. Pourquoi? Alors c'est ça le truc très fort de Casting, et je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment fort. Parce que la première chose, c'est qu'il dit, voilà, il peut y avoir du méthane de façon biologique sur Terre. Pourquoi? Parce que dans les océans archéens, vous savez quand est-ce que l'oxygène est apparu sur Terre? Peu de gens savent ça, mais c'est quand même tellement fondamental. 2 milliards d'années. Il est apparu il y a 2 milliards d'années. Donc pendant 2 milliards d'années, on avait une Terre abiotique, sans oxygène. Et pourtant, il y avait de la vie. Et ce que montre cet arbre, bon, moi je ne connais rien en arbre, hein, mais ce que montre cet arbre, c'est que des archées méthanogènes, qui sont des très bons producteurs de méthane, qui existent toujours, ces archées méthanogènes, qui n'existent que dans les zones anoxiques, parce que pour elles, l'oxygène est un poison mortel, elles sont là depuis au moins 3 milliards d'années. Donc, elles étaient là. Casting dit qu'elles étaient nombreuses et qu'elles produisaient du méthane. Vous pouvez vous dire, ouais, bon, d'accord, il avait besoin d'un autre gaz à effet de serre, il a pris le méthane, qui effectivement est très puissant, et alors? Et alors, c'est là que c'est très intéressant. Parce que pendant tout ce temps-là, la Terre est régulée. Elle est chaude, comme je dis, elle est chaude. Il n'y a pas d'accident, elle est toujours chaude. Elle est de moins en moins chaude, mais elle est quand même très chaude. Si vous avez, comme disait tout à l'heure Pascal, un avion, il est là, il a ses deux réacteurs, le réacteur CO2 et le réacteur méthane. Si jamais il y en a un qui, pour une raison ou une autre, ne fait pas le job, on plonge radiativement vers une snowball. Donc, le CO2 et le méthane nous protègent. Ils nous protègent de tomber vers le froid parce que le Soleil est jeune. Ils nous protègent pendant des milliards d'années, mais si il y a un problème, alors ça peut très mal se terminer. Et le premier problème, il est lié au premier réacteur, le réacteur biologique, c'est le réacteur du méthane. Alors là, ça devient très intéressant, c'est qu'il y a les premières glaciations qui arrivent il y a 2,4 milliards d'années. Avant, pas de glaciation. Il ne faut jamais perdre de vue qu'en climat très ancien comme ça, l'absence de preuve n'est pas du tout la preuve de l'absence. Parce que vous allez vraiment sur des territoires où il y a très peu de données. Donc il ne faut jamais oublier ça. Néanmoins, on n'a trouvé aucune donnée, absolument aucune donnée. Ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais s'il y a des questions à la fin, j'expliquerai davantage. De glaciation avant 2,4 milliards d'années. Et là, on en voit massivement. Très bien. Qu'est-ce qu'on voit au même moment? Pour des raisons qui sont totalement inexpliquées. Si vous voulez avoir le prix Nobel, c'est possible encore. On voit que l'oxygène va pomper, l'oxygène qui n'était pas présent, qui était très marginalement présent, va devenir important. L'oxygène, je rappelle, c'est une molécule O2, interaction effet de serre nul. Sauf que l'oxygène est un poison mortel pour les archées méthanogènes. Elles vont disparaître au profit d'autres êtres, entre guillemets, vivants, qui sont les cyanobactéries, qui, elles, étaient déjà là, mais étaient complètement marginalisées. Et là, c'est l'inverse. Quand l'oxygène monte, les cyanobactéries sont massivement présentes, et par contre, les archées méthanogènes disparaissent. Bon. Ce qui fait que Casting, avec son gaz à effet de serre supplémentaire, non seulement il résout le problème du fait que le CO2 ne pouvait pas faire le job tout seul, mais en plus, il explique pourquoi
la première glaciation intervient justement à ce moment-là. L'oxygène monte, le méthane s'effondre, le CO2 ne peut pas faire le job, et c'est la catastrophe. C'est ce qu'on appelle la première Snowball Earth. J'en parlerai pas beaucoup, parce qu'en fait, à 2,4 milliards d'années, pour mes modèles, je n'ai pas tout ce qu'il me faut pour faire des simulations sous contrainte. Je parlerai plus de la deuxième. Ce que je veux vous montrer, ça c'est le diagramme de casting. Ce que vous voyez là-dessus, c'est l'évolution du méthane, du CO2 et de l'O2. Ce que vous voyez là-dessus, c'est que quand l'O2 monte, le méthane s'effondre. Et ce que vous voyez aussi, c'est que le CO2, il va s'effondrer beaucoup plus tard. Il va s'effondrer vers 800 millions d'années. Et c'est le deuxième moteur qui va lâcher, et ça va faire une Snowball Earth. Pourtant, vous pourriez me dire, il y a simplement 800 millions d'années, le Soleil, il avait repris du poil de la bête, mais non, ça ne l'a pas fait quand même, parce qu'on avait encore besoin du CO2. Bon, voilà. Donc, il y a deux crises majeures. En fait, on peut remercier ces gaz à effet de serre. Pendant des milliards d'années, ils nous ont vraiment protégés. Il y a 2 fois où ils ont failli. Donc, je vais vous expliquer la deuxième fois, parce que la deuxième fois, c'était il y a 800 millions d'années, au néoprotérozoïque. On sait beaucoup plus de choses. Donc, il va être servi, Pascal, parce que les 20 prochaines diapos, c'est sur la Snowball Earth. Donc, la Snowball Earth. Je vous expliquerai tout à l'heure, un peu historiquement, juste parce que c'est très intéressant d'avoir aussi des idées sur l'histoire des sciences, comment c'est arrivé, pourquoi ça a été rejeté par les modélisateurs comme moi, avec beaucoup de mépris, et comment c'est revenu. Mais je vais vous expliquer là ce qu'on voit au néoprotérozoïque. Donc il y a des équipes très différentes de géologues qui s'intéressaient au néoprotérozoïque. Pourquoi? Parce qu'au néoprotérozoïque, on voit des choses extraordinaires. On voit par exemple ce qu'on appelait dans notre jargon le retour des bifs. Tant qu'il n'y avait pas d'oxygène, jusqu'à il y a 2,4 milliards d'années, les océans étaient caractérisés par ce qu'on appelle des BIF, des Banded Iron Formation, qui sont liés au fait que le fer, dans ces conditions-là, pouvait s'amasser dans l'océan et faire des formations de fer rubané. Et puis le jour où l'oxygène percole, c'est fini, on n'en voit plus. Plus jamais. Ça, c'est vraiment la signature d'un océan archéen. Eh bien, au néoprotérozoïque, alors que ça fait 1,5 milliard d'années qu'on ne voyait plus ça, on en revoit. Alors au début, c'est tellement surprenant qu'au début, il y a des géologues qui sont empressés de dire « Ouais, mais on en revoit, mais c'est dans des bassins qui sont fermés, il se passe des choses pas possibles, c'est pour ça, c'est pas du tout représentatif. » Et puis on en a vu 2, 3, 4, 10, bon, ça ne pouvait pas être ça. Donc on revoit de nouveau, comme si l'océan n'était plus oxygéné. On revoit des Banded Iron Formation. Ça, c'était un truc très mystérieux. Le deuxième truc très mystérieux, c'est que la vie sur Terre fractionne le C13. Alors vous savez, il y a le carbone 12, et puis il y a aussi du carbone 14 qui est radioactif, mais il y a aussi du carbone 13. Et comme l'a dit Pascal, on se sert beaucoup du rapport carbone 12, carbone 13. Mais en gros, le carbone 13 signe le fractionnement lié à la vie. Et bien, qu'est-ce qu'on voit au néoprotérozoïque? On voit que le carbone 13, il se stabilise, il baisse, et il se stabilise à 5 pour 1000. Et ça, à moins 5 pour 1000. Et ça, c'est exactement la valeur que vous trouveriez si vous alliez faire une mesure au sommet d'un volcan. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout vrai. Aujourd'hui, vous faites des mesures de C13 dans l'océan, vous allez trouver des valeurs très différentes, parce qu'il y a du fractionnement lié à la vie. Mais là, il n'y a rien. Rien du tout. C'est comme si rien ne se passe, quoi. Bon, ça, c'est aussi extrêmement surprenant. Mais le truc le plus surprenant, c'est qu'on trouve au-dessus des thylites, c'est-à-dire des formations glaciaires, des montagnes de carbonate, comme s'il pleuvait du carbonate dans l'océan. Et ça, ce n'est pas possible, normalement, parce que c'est la signature d'un climat très chaud, et juste au-dessus d'un climat très froid, on n'a jamais vu ça. Donc ça commençait à s'entasser sérieux sur le néoprotérozoïque, des choses absolument incompréhensibles qu'on voit dans aucune autre période. Mais bien avant ça, bien avant tout ça, il y a quelqu'un qui s'appelle Harlan, qui est un géologue américain, qui avait vu qu'au néoprotérozoïque, comme on a d'assez bonnes reconstructions de la paléogéographie, il avait la certitude d'avoir des glaciations majeures à l'équateur. Alors ça ne s'expliquait pas, ça. Donc, des gens commencent à réfléchir, en particulier quelqu'un qui s'appelle George Williams, qui a dit c'est très facile à expliquer. Si au lieu d'avoir une obliquité de 20 degrés comme aujourd'hui, au début la Terre elle avait 60 degrés d'obliquité, au lieu que ce soit comme aujourd'hui où il fait chaud à l'équateur et froid au pôle, ce serait l'inverse, et ça c'est vrai. Si on met une obliquité de 60 degrés, ce qui se passe c'est que les pôles sont chauds en moyenne annuelle, que l'équateur est froid, donc s'il y a des calottes, on doit les mettre là. Ça c'était pas mal comme idée, mais ça n'expliquait rien de tout ce que je vous ai dit avant. Ça expliquait des calottes de glace à l'équateur. Ça a été démontré faux par 2 groupes. Lascar, qui a montré que si c'était vrai, 60 degrés, on y serait encore, aucun moyen d'en sortir.
Donc si on a 20 degrés aujourd'hui, c'est que ça a toujours été 20 degrés. Et puis nous, on a montré que si c'était vrai, il y aurait des cycles saisonniers tellement denses, tellement importants, qu'on ne pourrait jamais construire de snowball. Donc le problème, bon. Donc c'est pas ça. En fait, l'explication à tout ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'il y a eu une Terre boule de neige. Alors pourquoi ça explique tout? Il y a une Terre boule de neige, ça veut dire qu'en fait, la Terre était couverte de calottes de glace, les océans couverts de banquise. Et les premières théories de Snowball Earth, très simples, c'était ça. Vous imaginez un peu une espèce d'énorme boîte froide. Rien ne se passe. Donc en fait, comme rien ne se passe, l'oxygène ne percole plus dans l'océan. On retrouve des bifs. Il n'y a plus de fractionnement du C13 parce que quand la Terre est couverte de neige et de glace, il n'y a plus d'interaction avec le vivant. Et enfin, comment on en sort? Comment c'est possible? Comment on peut sortir de ça? Est-ce que ça, vous avez une idée de ça? Pourquoi on sort de ça? Ça a mis 30 ans à des chercheurs très brillants de trouver, mais vous pouvez trouver ce soir. Avec tout ce qu'on a dit, c'est possible. Ouais, ça c'est une très bonne réponse. L'activité du Soleil aurait dû, à terme, 7% par milliard d'années, nous faire sortir. Mais il fallait être patient. Autre chose. Ouais. Pourquoi le volcanisme? Parce que quand il y a du volcanisme actuellement, le CO2, il interagit, tout ça, il est lessivé assez vite. Mais si vous avez une Terre couverte de neige partout, le CO2, il se stocke dans l'atmosphère. Il se stocke, il se stocke, il se stocke. Ce n'est pas un super gaz à effet de serre comme le méthane, mais quand même, au bout d'un moment, de millions d'années, il arrive à des valeurs telles qu'il va tout déglacer. Et c'est comme ça qu'on sort. Et du coup, on passe brutalement d'un climat extrêmement froid à un climat extrêmement chaud. Et donc, c'est normal qu'on voit au-dessus de la thylite, qu'on voit des caps carbonates. Donc la snowball, ça explique à peu près tout. Bon, maintenant, je vais arriver à mon domaine à moi, qui est de la modélisation. Si on essaie de modéliser le climat du néoprotérozoïque, on tient en compte, par exemple, la paléogéographie, et puis on tient aussi en compte le fait que le Soleil, il était à 6% moins élevé qu'aujourd'hui. Ça, c'est mon modèle. Vous voyez que, alors, je fais des snapshots tous les 6 ans, et vous voyez qu'en fait, très rapidement, je vais englacer la Terre. Je vais le faire en très peu de temps. Alors, vous allez me dire, c'est facile alors. Pourquoi ce n'est pas arrivé avant? Très bonne question. Pourquoi ce n'est pas arrivé avant? Parce que ce que je vous montre, c'est faux. Ce que je vous montre, c'est avec un CO2 actuel. Donc il faut que j'ai un modèle qui trouve le climat, mais un modèle aussi qui trouve le CO2. Donc on a construit des modèles pour calculer à la fois le climat et le CO2 dans une snowball Earth. Et en fait, pendant toute la durée des 600 derniers millions d'années. Alors qu'est-ce qu'il faut pour ça? C'est pour ça que je vous disais que j'allais vous expliquer pourquoi le CO2, c'est un gaz génial. Alors là, il faut que vous soyez très attentifs. Le cycle du CO2, je vous ai dit, c'est un puits, le volcanisme, qui ne bouge pas beaucoup. Donc vous pouvez considérer au premier ordre que le volcanisme, ça va être à peu près tout le temps pareil. Ça, c'est la source, excusez-moi. Et puis vous avez un puits qui est l'érosion silicatée. Alors je vous ai expliqué déjà que l'érosion silicatée, il fallait des continents, sinon ça ne marchait pas. Mais après, il y a plus subtil que ça, c'est que le climat n'est pas pareil partout sur Terre. Comme il faut arroser l'atmosphère, il faut que vous ayez de la terre dans des zones arrosées, donc de la terre dans les zones tropicales. Plus vous avez de terre dans les zones tropicales, plus vous allez altérer, plus vous allez pomper du CO2 atmosphérique. Et par contre, plus vous avez de terre au pôle, où c'est extrêmement aride, si vous n'avez que de la terre au pôle, le CO2 au contraire va s'entasser dans l'atmosphère parce qu'il ne va pas être altéré, donc il ne va pas être transféré. Et donc en fait, la source, c'est le volcanisme, on va considérer que c'est à peu près constant. Par contre, le puits, il dépend beaucoup de la tectonique des plaques. Il va dépendre essentiellement de la tectonique des plaques et du climat. Et en fait, ce qui fait que la température sur Terre est relativement constante, ça bouge, le Jurassique c'était plus chaud, le Dévonien à la fin c'était plus froid, il y a eu des glaciations, mais globalement ce qui fait que c'est bien serré, c'est le fait que la tectonique, le climat et le CO2 verrouillent à l'échelle géologique le système. Alors, donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un modèle du CO2 et du climat à l'échelle géologique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas eu de snowball Earth avant? Pourquoi il y a une snowball Earth qui est peut-être biologique à 2,4 milliards d'années? Puis pendant 1,5 milliard d'années, chaud, rien à signaler. Et tout à coup, ça revient. Il faut qu'il y ait une raison pour ça. Une raison extraordinaire, parce que sinon, ça serait produit avant, effectivement. Alors, je vous explique la raison extraordinaire qui figure sur ce diagramme. C'est que les continents passent leur temps à s'unir et se désunir. Un peu comme les hommes, les femmes, mais sauf que là, c'est une échelle de 500 millions d'années. Donc en fait, il y a eu un précédent grand continent, qu'on appelait la Pangée, qui s'est cassé comme ça. Et puis il y a eu un précédent grand continent, à ce continent Pangée, qui s'appelait le Rodinia, qui s'est cassé comme ça.
Et puis sans doute que, puisque c'est tous les 500 millions d'années, avant encore il y en a eu qui se sont cassés dans différentes configurations. Mais là, le Rodinia, c'est très particulier. À 800 millions d'années, un supercontinent qui est sur les tropiques va se casser, et il va se casser comme ça. C'est-à-dire est-ouest. Et ça, c'est la meilleure configuration pour pomper un maximum de CO2. Pourquoi? Parce qu'un gros continent, c'est un peu comme la Sibérie. Au centre, c'est toujours aride et sec. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Et donc, des continents, des petites plaques continentales dans la zone équatoriale, par contre, ça, c'est très, 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 très efficace. On ne peut pas rêver plus efficace. Et effectivement, ça va être très efficace. Et ce qu'on va montrer avec notre modèle, c'est que ça va être tellement efficace que ça va conduire à une snowball Earth. Donc ça, c'est le modèle qu'on a construit. Donc c'est un modèle qui calcule le climat et le carbone. Donc c'est un truc qui n'existe nulle part ailleurs au monde pour l'instant. Et voilà ce qu'on trouve. Ça, c'est juste avant que ça se casse. Donc là, on a un supercontinent qui s'appelle le Rodinia, qui est en position polaire. Vous voyez que la résolution spatiale de notre modèle n'est pas géniale, mais quand même, c'est pas mal. On voit des grosses cases avec le continent Rodinia qui est bien contraint. On a mis 6% de constante solaire en moins. Et puis après, le reste, on calcule tout. On calcule le CO2, comme je vous ai dit, et on calcule le climat, comment c'est faire. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il fait à peu près, en moyenne annuelle, 12-13 degrés, ça va. Et on trouve aussi un CO2 de 1800 ppm. 1800 ppm. Donc la simulation que je vous ai montrée tout à l'heure, avec mes 300 ppm, elle est complètement en dehors du coup. 1800 ppm, ça permet de résister, il n'y a pas de problème, le climat est chaud. Tout va bien. Et là, il se produit un truc extraordinaire, parce que c'est la première fois que ça se produit visiblement, que tout se passe dans la zone tropicale. Voilà, ça c'est 50 millions d'années après, c'est l'effet de la tectonique des plaques, et cet effet-là, ce coup-ci, ça a donné des petites plaques dans la zone tropicale, qui vont pomper un max de CO2. Et vous voyez que le CO2 descend à 500, donc il perd 1300 ppm, c'est énorme, que la température moyenne annuelle est à peu près de 2 degrés. En fait, il faut rajouter à ça le fait que quand un gros continent se casse, il y a des énormes trappes volcaniques qui couvrent des grosses zones de basalte, et le basalte s'érode très facilement. Si vous tenez compte de tout cet ensemble de choses, c'est gagné. Vous avez une snowball. Moralité. Moralité, on pourrait se dire, c'est bien, la snowball, ça explique plein de choses, c'est vraiment bien. Bon, il faut quand même mettre un certain nombre de bémols que je vais m'empresser de mettre. Alors d'abord, je vous ai un peu raconté cette histoire, mais j'insiste. Tout à l'heure, Pascal, dans son introduction, il a parlé de l'aspect pluridisciplinaire. En fait, c'est très important pour moi. L'aspect pluridisciplinaire, c'est un des trucs les plus importants. Et moi, d'ailleurs, si je suis là que je vous raconte toutes ces histoires, c'est parce que j'ai écouté celles des autres. Et Harland, quand il s'est pointé dans les années 60, il est allé voir les chefs, les mecs qui étaient vraiment les plus forts en modélisation à l'époque. Ce n'était pas des modélisations tridimensionnelles sur des supercalculateurs. Et il leur a dit, est-ce que c'est possible que la snowball ait eu lieu à peu près il y a 800 millions d'années, parce que j'ai des données, tout ça. Et ils lui ont dit, mais mon petit monsieur, si c'était vrai, votre histoire, ça se saurait, parce que dans ce cas-là, notre petite planète bleue, qui a un albédo de 0,3, c'est-à-dire qui renvoie 30% de l'énergie incidente dans l'espace, elle aurait eu tout à coup, à cause de sa couverture neigeuse, un albédo de 0,6, 0,8, elle aurait renvoyé 80% de l'énergie incidente. Et du coup, jamais elle n'aurait pu ressortir de cet état, jamais. Bon, alors Harland, il a rangé ses affaires et il les a mis au placard, et il a fallu attendre 30 ans que quelqu'un d'autre, qui était un physicien très brillant, qui s'appelle Kirchwing, un Américain, trouve ce que quelqu'un dans la salle a trouvé en 2 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la Snowball Earth, le volcanisme continuait. Et parce que le volcanisme continuait, et parce que la Snowball Earth était hermétiquement, entre guillemets, close, il s'entassait dans l'atmosphère jusqu'à ce que la Terre elle-même, entre guillemets, parce que j'aime pas tellement dire ça, ait trouvé une solution pour s'en sortir. Et cette solution, c'était une immense déglaciation. Alors je vais vous montrer maintenant des trucs qui font que c'est absolument impossible de croire dans l'histoire que je viens de vous raconter. Il faut toujours garder un peu être critique. Vous avez entendu parler de l'acidification. Vous avez entendu parler de l'acidification aujourd'hui parce que le CO2 monte et que du coup, les océans deviennent plus acides. Non? Bon, en tout cas, c'est comme ça. Le CO2, il monte, il est passé de 280 ppm à 390 ppm, et du coup, on commence à avoir des problèmes liés à l'acidification des océans. Maintenant, vous imaginez la fin d'une snowball entièrement fermée, énormément de CO2 dans l'atmosphère, 0,2 bar, enfin vraiment beaucoup, qui réussit à tout fondre, et tout à coup, l'océan, qui perd sa banquise assez vite, se retrouve avec au-dessus de sa tête 0,2 bar de CO2. Alors là, je peux vous dire ce qui se passe immédiatement. Le pH de l'océan baisse de façon extraordinairement forte, et là, c'est la vraie mort. Donc, ça n'a pas pu se passer comme ça, puisqu'on est là.
Donc il y a autre chose. Ça, ce sera pour les questions, parce que sinon, je n'aurais jamais fini. Alors maintenant, je vais vous parler de plus près de nous. On sort de la Snowball Earth, hop, on passe l'explosion précambrienne d'il y a 540 millions d'années, et on regarde les différentes phases. Et on regarde, est-ce que dans le passé plus récent, c'est comme avant, très peu de phases glaciaires, beaucoup de phases chaudes, ou est-ce que c'est différent? Ben, en fait, c'est pareil. Très peu de phases glaciaires, beaucoup de phases chaudes. C'est-à-dire que la Terre est bien régulée chaude. De temps en temps, il y a une conjoncture de choses qui font qu'on a une petite glaciation. Et donc, vous, moi, et pour encore un petit moment, on vit dans une période extraordinaire, au sens où des périodes où il n'y a pas beaucoup de périodes comme ça, des périodes glaciaires, où il y a des calottes de glace, où vous pouvez toucher des calottes de glace. Par exemple, les dinosaures, 220 millions, 65 millions, quand même, ils ont une belle carrière, pas sûr que l'homme fasse autant. Eh bien, ils n'ont pas vu l'ombre d'une calotte de glace. Ils ont toujours vécu dans des climats chauds. Nous, par contre, depuis Toumaï, 7 millions d'années à nous, on est tout le temps dans des climats, entre guillemets, glaciaires où des calottes de glace existent. C'est rare. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit film qui illustre un peu le fait que le visage de la Terre, il change. Maintenant, on est passé des milliards d'années à des dizaines de millions d'années. Ben, sur l'échelle de dizaines de millions d'années, ce qui est important, c'est la tectonique. Donc là, je vais vous montrer un petit film où vous allez voir le précédent supercontinent, le Gondwana, ou la Pangée, ça dépend des périodes, mais là, c'est le Gondwana qui est bien au sud, dans l'hémisphère sud. Je vous dis ce que vous allez voir parce que c'est plus facile. Vous allez voir qu'il se délite en morceaux. Vous allez voir que l'Afrique et l'Amérique du Sud se séparent. Vous allez voir l'Atlantique s'ouvrir. Vous allez voir, ça, vous pouvez faire attention à ça, l'Antarctique, et regardez quand est-ce que l'Antarctique se met en position polaire. Je vous interrogerai après. Vous allez voir l'Australie, qui va dériver vers la droite. Et surtout, vous allez voir l'Inde, qui va déposer Madagascar et venir taper dans le continent asiatique et fermer le Tibet et l'Himalaya. Comme ce n'est pas en 3D, vous voyez qu'en 2D. Voilà, donc je vous le montre. Donc il y a un petit curseur sur la gauche qui vous dit à peu près le temps jusqu'à 0. Donc vous voyez que ces continents-là, ils vont passer leur temps à faire un espèce de balai. Okay. Et ce balai va évidemment changer le climat. C'est comme ça d'ailleurs que Wegener avait pensé à la tectonique des plaques. C'est en voyant les glaciations thermocarbonifères sur plusieurs continents. Ça, c'était déjà trouvé dans les années 1920, donc on n'a rien inventé. Là où on a inventé beaucoup, c'est que ça change aussi le CO2 atmosphérique. Et donc, quand les continents sont en position polaire massivement, le CO2 augmente, et donc il fait plus chaud sur les continents, bien qu'ils soient en position polaire, et quand les positions sont en position tropicale où il fait très chaud, eh bien, le CO2 diminue et la température baisse. Et ça, c'est un espèce de thermostat qui a marché extrêmement bien. Alors, maintenant, on va passer à autre chose. Je vais vous faire, dans le dernier quart d'heure, 20 minutes, je ne vous fais pas le Jurassique, tout ça, parce que ça, c'est un truc, ce sera la nuit du climat, si vous voulez. Donc, non. Je vais vous faire une période qui est intéressante, parce que c'est les 50 derniers millions d'années. Pourquoi c'est une période intéressante? C'est que le CO2 n'arrête pas de baisser, on glisse lentement vers le froid. Et en fait, la reconstruction de CO2 montre qu'effectivement, le CO2 baisse sans arrêt. Et qu'est-ce qui va se passer? On va passer d'un monde très chaud, le Crétacé, où il n'y a pas de calottes de glace, à un monde où les calottes de glace vont arriver. Est-ce qu'on peut comprendre comment ces calottes de glace vont arriver? Oui, on peut le comprendre avec des modèles. Et je vais vous montrer comment, par exemple, l'Antarctique va s'englacer. Alors pour ça, il faut des modèles qui couplent un modèle, cette fois-ci, de climat, le cycle du carbone, on s'en fout à cette échelle de temps, ce n'est pas grave. Par contre, il nous faut un modèle de cryosphère, parce que là, c'est l'échelle de temps de la cryosphère. Donc on a couplé le même modèle climatique, mais cette fois-ci avec un modèle de cryosphère. Et ça nous permet de faire des simulations numériques pour voir pousser les calottes de glace. Alors, il y a deux choses qui vont aider l'Antarctique à s'englacer. Alors, est-ce que quelqu'un tout à l'heure a fait quand même gaffe au moment où l'Antarctique se mettait en position polaire? Ah non. Ah, pas mal. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Donc l'Antarctique, il se met en position polaire il y a 100 millions d'années, mais il ne s'englace pas il y a 100 millions d'années. Enfin, c'est plutôt 70, mais il ne s'englace pas il y a 70 millions d'années. Pourquoi? Pourquoi, alors qu'il est en position polaire, il est vraiment bien placé? Et bien pendant entre 70 et jusqu'à peu près 34, où c'est l'englacement, pas de glaciation antarctique. Est-ce que vous avez des idées sur ça? Bon, alors ça c'est difficile, hein, je vais vous expliquer. Enfin, avec le dessin animé, vous auriez dû voir que le passage de Drake entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique s'ouvrait à 34 millions d'années comme par hasard, ce qui va isoler l'Antarctique.
Et puis le CO2 n'arrête pas de baisser. Et il n'arrête pas de baisser jusqu'au point où, radiativement, ça va être possible que la neige tombée l'hiver sur l'Antarctique ne fonde plus l'été. Et ça va être l'emballement. Alors, à quel niveau de CO2 ? Quel niveau de CO2 ? Alors, en fait, ce graphique vous montre un résultat où on regarde si le passage est ouvert ou fermé, et on regarde, donc open c'est ouvert, passage ouvert, close c'est passage fermé, et on regarde le taux de CO2. Est-ce que c'est 4 fois le taux pré-industriel, 3 fois le taux de pré-industriel ? En fait, ce qu'on voit, c'est que quand le taux de CO2 est élevé, 4 fois le taux de CO2, comme c'était le cas de l'Éocène, il y a 60 millions d'années, pas de problème, il fait trop chaud, beaucoup trop chaud, pas de calotte de glace. 2 fois le taux de CO2 maintenant. 2 fois le taux de CO2, c'est à peu près l'Oligocène il y a 20 millions d'années, 30 millions d'années. Alors là, que le passage soit ouvert ou fermé, on en glace. Et quand c'est à 3 fois le taux de CO2, suivant que le passage soit ouvert ou fermé, alors là, c'est différent. Et vous voyez qu'en fait, quand le passage est ouvert, c'est-à-dire que l'Antarctique est isolé, c'est bien plus facile d'installer une calotte de glace. Et c'est ce qui s'est passé. Le CO2 n'arrête pas de baisser, le passage de Drake s'ouvre, et là, c'est l'englacement, quand le CO2 a atteint à peu près 3 fois le taux de CO2. Et donc la calotte antarctique, elle date de 34 millions d'années, et elle est presque tout le temps, il y a eu des changements, restée là. C'est l'Antarctique de l'Est. L'Antarctique de l'Ouest, c'est différent. 60 mètres de niveau marin quand même, donc c'est quelque chose, quoi. Bon, alors maintenant, on va attendre longtemps. Est-ce que vous avez une idée de l'englacement de la deuxième calotte qu'on a, qui est le Groenland? Quand est-ce que le Groenland s'est mis en place? Vous avez appris que l'Antarctique c'était 34, le Groenland, un petit guess? Juste après, 15 secondes après, non? Non, pas du tout. Le Groenland, il s'est mis en place très tard. Il s'est mis en place vers 2,6-3 millions d'années. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il s'est mis en place aussi tard. En fait, c'est simple. Le Groenland se met en place et il y a un collègue anglais qui a dit « Tiens, je vais regarder tous les facteurs géologiques qui peuvent jouer sur l'englacement du Groenland. Est-ce que c'est parce que le canal de Panama s'est fermé ?» Et effectivement, le canal de Panama entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord s'est fermé à 3,5 millions d'années. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est le fait que dans les tropiques, il faisait plus chaud à cause de la circulation océanique? Non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est le fait que les Rockies, c'est-à-dire les montagnes rocheuses à l'ouest, ont changé les ondes planétaires? Non, c'est pas ça. En fait, ce qu'il dit et ce qu'il montre, c'est que c'est le CO2. Alors le CO2, il baisse et puis il englace l'Antarctique. Puis il continue de baisser et rien ne se passe pendant longtemps. Et pourquoi exactement là, à 2,6 millions d'années, le Groenland bascule à son tour? Ben, la principale raison, il a raison, mon collègue anglais, c'est que c'est le CO2. Le CO2 arrive à peu près à ce qu'il était avant que nous intervenions, c'est-à-dire 280 ppm, nous les hommes, et donc du coup, là, le Groenland peut s'englacer. Pourquoi le Groenland s'englace beaucoup plus tard que l'Antarctique? Facile, question vraiment bleue. Vous êtes tous endormis là, hein. Heureusement que j'arrive à la fin. La latitude, ouais, c'est bien, c'est ça. Il y a plusieurs raisons. La latitude, le Groenland n'est pas en position polaire. Puis il y a une autre raison, c'est qu'en fait, le Groenland, il n'est pas loin de courants marins plus chauds, il n'est pas entouré d'un courant froid qui l'isole. Bon, tout ça fait qu'il va falloir baisser le CO2. Bon, alors moi, ça, on peut passer. Voilà le volume du CO2. Et ce que vous voyez, la courbe que vous voyez à côté, enfin la courbe que vous voyez, c'est l'insolation au sommet de l'atmosphère à 65 degrés nord l'été. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'on sait très bien depuis un astronome serbe qui s'appelait Milankovic qu'à peu près tous les 100 000 ans, à cause de la variation des paramètres orbitaux, il se met à faire froid l'été dans l'hémisphère sud, nord, aux hautes latitudes. Et donc, comme il se met à se faire froid l'été, à cause des paramètres orbitaux qui bougent, la neige qui est tombée l'hiver va pouvoir rester. Ben, c'est ce qui se passe pour le Groenland. Il y a un minimum d'insolation qui est là à 2,6 millions d'années. Le CO2 a vachement baissé, il est arrivé autour de 280 ppm, et ça va être la raison pour laquelle le Groenland s'englace. Après, il y a un hystérésis, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes englacé, je vous l'ai expliqué pour la snowballer, vous êtes tout blanc, et donc vous rayonnez de la chaleur. Très difficile à ressortir une fois que vous êtes englacé. Donc c'est ce qu'on a montré, nous. On a montré qu'en fait, avec notre modèle, on pouvait, grâce à tous ces facteurs, montrer l'englacement du Groenland. Alors ça, je vous le montre. Donc là, vous voyez 3 panneaux, c'est ça? OK. Donc là, je vous le montre. Sur le panneau d'extrême gauche, vous voyez rien. Le Groenland est vide de glace. Et puis, sur le panneau d'extrême droite, vous voyez qu'effectivement, la calotte de glace est en train de se nucléer à 2,6 millions d'années. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous êtes dans un contexte, si vous voulez, où il fait de plus en plus froid. Et à un moment donné, vous avez attrapé un rhume. Ben là, c'est pareil. Le CO2 baisse, et puis quand le CO2 va avoir suffisamment baissé, les variations d'insolation vont suffire à le faire basculer. Plus vite que le CO2, parce que le CO2 baisse doucement. Alors,
pourquoi ce n'est pas arrivé avant? Alors, je vais vous montrer un petit film où on se met au précédent minimum d'insolation, c'est-à-dire à peu près 3,8 milliards d'années, 3,8 millions d'années, un peu avant. Là, vous avez une baisse d'insolation sévère et pourtant, pas de glaciation du Groenland, aucune trace. Alors la raison, c'est parce que simplement, le taux de CO2, il y a 3,8 milliards d'années, était sans doute plus haut, 320 ppm. Donc vous allez voir que dans un dessin animé où on a le taux de CO2 à 280 ppm, on va faire une calotte de glace. Et dans le cas où on est à un peu plus, 320 ppm, la calotte de glace va aborter, c'est-à-dire qu'elle va partir, mais le refroidissement ne va pas être suffisant. Tout ça pour raconter que le taux de CO2, c'est vraiment absolument critique. Il faut qu'il soit suffisamment bas. Alors maintenant, on rentre dans l'ère qui nous concerne, le quaternaire. Je pense que je vais passer, non? Parce que j'ai d'autres... Si ça vous intéresse, j'ai quelques diapos qui vous montrent... Vous connaissez la théorie de Coppens? Bon, parce que je vous la montre rapidement. En fait, il ne faut pas croire. Nous, modélisateurs, c'est pour ça en fait, que Pascal disait que j'avais fait un tas de trucs. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. En général, c'est les gens qui viennent et qui me disent « Est-ce que tu peux tester ça ?» Donc un jour, il y a des paléontologues qui sont venus et qui nous ont dit est-ce que cette théorie de Coppens, vous pouvez la tester quantitativement, numériquement? Est-ce que c'est vrai que lorsque l'uplift, le rift africain, était beaucoup plus bas et qu'il pleuvait beaucoup plus en Afrique de l'Est, il y avait des arbres, tout allait bien, et quand l'uplift africain est monté, ça s'est méchamment aridifié, les arbres ont disparu et les hominidés sont devenus bipèdes. Alors ça, c'est des trucs qu'on peut faire très facilement. Donc on a fait une expérience où on met je pense que c'est ce que vous voyez là, ou c'est la suivante, non, c'est la suivante, où on met un rift africain, on le vire, on n'en met que la moitié, et on met le rift africain tel qu'il est aujourd'hui, et on regarde le climat qui correspond. Et comme on a aussi des modèles, cette fois-ci, de végétation, on regarde la végétation qui correspond au climat qui correspond. Et on peut répondre à la question posée. Et en fait, on a avec un étudiant, on a donc fait exactement ça. On a simulé l'évolution du rift africain. On a regardé les augmentations de précipitations auxquelles ça correspondait, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de précipitations quand il n'y avait pas de rift, beaucoup moins quand il y avait un rift, et la végétation que ça donne. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est vrai. Toute la végétation de type arboré disparaît au profit des herbes. Et c'est là que les modélisateurs sont très forts, c'est qu'on a montré que Coppens avait raison. Mais pendant ce temps-là, un autre paléontologue était parti à l'ouest, sur le lac Tchad, et avait montré qu'il y avait des bipèdes à 7 millions d'années. Donc tout ce qu'on montre là, c'est certainement pas pourquoi l'homme a marché pour la première fois. C'est simplement, ce qui est déjà vachement important, que les conditions environnementales, objectivement, se prêtaient à une évolution de ce genre. Pour ceux-là, ceux qui étaient là, à ce moment-là. Voilà, donc ça je l'ai fait assez vite. Ça, je crois que je vais le virer. Parce que je pense que c'est plus intéressant de regarder des choses... Voilà, je vais vous montrer qu'on peut... Ça, c'est nous, ça. Maintenant, je suis vraiment chez nous. C'est les dernières centaines de milliers d'années. Bon, vous savez qu'on vit dans un monde glaciaire, un monde froid. Tout le monde parle de chaud, mais en réalité, il y a une calotte groenlandaise, il y a une calotte antarctique. Ces calottes-là, elles existent très peu dans l'histoire de la Terre. On est dans un monde froid. Mais c'est rien. On est dans un monde très froid, parce que là, on vit dans un interglaciaire, mais normalement, ça, je pense que vous le savez peut-être, 90% du dernier million d'années, il y a des calottes de glace énormes sur l'Europe du Nord, sur l'Amérique du Nord, qui recouvrent New York de 3 km de glace, et qui enfoncent le socle rocheux d'à peu près 1 km, et il fait très froid, et surtout, il fait très variable. C'est-à-dire que le climat de l'Holocène, c'est-à-dire ces derniers milliers d'années, qui est un climat cool, dans lequel les hommes ont pullulé partout, dans un contexte glaciaire d'il y a 20 000 ans, c'était très différent. Il y avait une calotte, en particulier celle de l'Amérique du Nord, c'est toujours ça, beaucoup plus instable que les autres, qui vomissait donc des icebergs, mais à couvrir l'Atlantique du Nord, c'est-à-dire c'était énorme, et qui refroidissait le climat à peu près tous les 7000 ans. Donc ça, c'est des choses qu'on sait très très bien, qu'on sait très bien documenter. Et je vais vous montrer là un petit dessin animé où, en fait, on essaie de comprendre l'enveloppe, c'est-à-dire comment ces calottes de glace, elles naissent et elles disparaissent. Donc le modèle, c'est le même que celui que j'ai déjà utilisé, un modèle de calotte avec un modèle de climat. Le forçage, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais pour contraindre mon modèle? Simplement, j'utilise le CO2 des calottes de glace de Vostok, l'insolation. Et alors là, je vais vous dire ce que vous allez voir. On commence il y a 135 000 ans, attention, on change d'étape. Et tout va bien, le Groenland est comme maintenant. C'est un interglaciaire comme maintenant.
Et le climat va se refroidir et vous allez voir la première calotte de glace qui va apparaître, la Laurentide. Elle apparaît dès que l'insolation le permet. Et la calotte de glace européenne apparaît beaucoup plus tard. Et puis vous allez voir qu'elles disparaissent très très vite, l'une comme l'autre. Donc ça veut dire qu'avec nos modèles, on s'est restitué à peu près correctement les derniers millions d'années. De toute façon, ça se passe sur 135 millions d'années, 135 000 ans, mais après il y a d'autres interglaciaires, d'autres glaciaires, c'est à peu près périodique. Donc là, je vous montre la dernière phase. Donc au début, vous voyez le Groenland que vous reconnaissez, puis vous allez voir que alors, le temps décompte de 135 000 à l'actuel, et ce que vous allez voir, c'est la calotte Laurentide qui va se développer, qui va devenir énorme, ça correspond à peu près à 80 mètres de niveau marin. Et puis, un peu plus tard, vous allez voir la calotte phénoscandienne qui va se développer, et les deux vont disparaître très rapidement, il y a à peu près 20 000 ans, en relarguant à peu près 120 mètres de niveau marin, et là, on est dans un interglaciaire, comme maintenant. Voilà. Ok. Bon, on pourra le regarder de nouveau pendant les questions, les différents dessins animés que j'ai montrés, on pourrait les regarder. Bon, je vous ai dit que le monde glaciaire, c'est un monde très variable. Alors, je vais vous montrer autre chose qui est encore plus proche de nous. Il y a d'autres paléontologues qui sont venus nous voir et ils nous ont demandé est-ce qu'il y a 40 000 ans, lorsqu'il y a eu cet événement de Heinrich où énormément de la calotte de glace part en iceberg et couvre l'Atlantique Nord, eux, ce qu'ils voient, ils ne voient pas ça, les paléontologues, mais ils voient que les Néandertaliens qui sont installés au sud de l'Espagne depuis très longtemps, 200 000 ans, eh ben, ils vont très bien résister. Ils vont résister mieux que tous les autres Néandertaliens d'Europe de l'Ouest. Et leur question, c'est les hommes modernes sont arrivés, ils ont franchi les Pyrénées, ils sont arrivés jusqu'à l'Èbre. Et là, ils sont restés, ils n'ont pas bougé. Et c'est bien plus tard, 2000 ans plus tard, qu'ils sont descendus et que c'était la fin des Néandertaliens. Et donc, les Néandertaliens d'Espagne du Sud sont les plus vieux Néandertaliens à cause de ça. Est-ce que ça pourrait être climatique? Alors ça aussi, c'est une question à laquelle on pouvait répondre. 40 000 ans, c'est pas loin. On connaît les calottes de glace, on connaît le CO2, on connaît tout. On peut faire des simulations numériques zoomées, c'est-à-dire avec un focus bien plus fin du point de vue spatial sur l'Espagne. Et en fait, au début, on était un peu déçus, c'est le graphique en haut à droite. Vous voyez que sur l'Atlantique Nord, il fait vraiment froid, c'est bien bleu. Par contre, sur l'Espagne, la température, la différence de température, en haut à droite, c'est 1 degré, c'est pas... Mais si vous regardez le cycle hydrologique, parce qu'en fait, quand il fait froid, il fait beaucoup plus sec, alors là, par contre, oui, ça s'assèche beaucoup en Espagne, au centre et au sud de l'Espagne. Et si maintenant vous utilisez ces données climatiques pour forcer un modèle de végétation, ce que vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le centre et le sud de l'Espagne sont devenus des terres très hostiles. Peu d'arbres, un genre de toundra, beaucoup d'herbacées. Les Néandertaliens, ça ne les a pas gênés, ça fait 200 000 ans qu'ils sont là, ils connaissent, ils peuvent survivre, ils sont adaptés. Par contre, les Homo sapiens, les hommes modernes, non. Eux, ils ont attendu que ça se passe, parce que cet événement est assez brutal, mais évidemment, la forêt reconquiert ses droits dès que le climat est revenu, donc ils ont pu descendre. Et donc, en fait, on a testé cette hypothèse, et notre résultat, c'est en gros que c'est possible. On ne dit pas que c'est ça, parce que c'est compliqué. Tout ce qui est biologique et humain, il y a plein d'autres facteurs. Mais c'est possible. Alors, je finis en vous montrant ce qui va se passer pour demain. C'est quand même intéressant de savoir ça. Alors, vous voyez sur cette diapo que le glaciaire, c'est très variable. Vous voyez que l'Holocène, c'est très calme. Je vous ai dit qu'on est en train de mettre énormément de CO2 dans l'atmosphère. Tout à l'heure, j'ai vu à ma grande surprise que vous ne saviez pas, mais il y a 394 ppm de CO2 dans l'atmosphère du fait de l'homme. Normalement, c'est 280. Ça fait 1 million d'années qu'on sait, grâce aux bulles de glace, qu'on est entre 280 et 200. Donc on est largement sorti. Alors même, on est revenu en fait en arrière. C'est-à-dire qu'on est revenu à quelques millions d'années en arrière. Il y a quelques millions d'années, il y avait à peu près 400 ppm, c'est-à-dire ce qu'on a aujourd'hui, nous. Mais quand il y avait 400 ppm de CO2 dans l'atmosphère, il n'y avait pas de calotte du Groenland. Donc la question de la stabilité de la calotte groenlandaise se pose. Si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit, en fait, elle se pose parce que simplement, de toute façon, les calottes de glace, elles ont une pérennité relativement faible sur Terre. En général, on est régulé chaud. Donc, elles sont fragiles. Donc, on a fait une simulation numérique où on a augmenté le CO2, comme dans le futur, d'1% par an, de 1850 à 2150, ce qui correspond à quadrupler le taux de CO2 pré-industriel. Et on a regardé qu'est-ce qui se passe quand on fait ça, et en particulier du point de vue des calottes. Bon, ça, je crois que c'est les résultats sur les hémisphères. Bon, ça ne m'intéresse pas tellement. Il fait plus chaud d'environ 6 à 8 degrés.
Mais ça ne m'intéresse pas tellement parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir comment réagissent l'Antarctique et le Groenland à cette perturbation. Je vais presque finir. L'Antarctique. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'Antarctique, mais c'est tout. On ne voit rien. Vous êtes d'accord? On ne voit quasiment rien. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'Antarctique fondre. Ok. Bon, je vois que ça vous laisse de glace, c'est le cas de le dire. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe pour le Groenland. Bon, je vous le mets directement. Le Groenland. Vous voyez quelque chose là, non? Ils font. Bon. Pourquoi il ne se passe rien en Antarctique et pourquoi le Groenland fond? Question très facile. Si vous avez bien suivi le séminaire, vous pouvez y répondre. Bon. Je vous ai dit que l'Antarctique, pour se mettre en place, 3 fois le taux de CO2. Le Groenland, beaucoup plus fragile, une seule fois le taux de CO2. Je veux fondre. Lequel part en premier? Voilà, le Groenland. Le Groenland est fragile. Il s'est mis en place à 280 ppm. Bien sûr, il y a l'hystérésis liée à l'albédo qui fait qu'il y a la neige. Mais en fait, le Groenland est sans doute très fragile. À quelle vitesse il va partir? Et combien de mètres de niveau marin? Quelqu'un sait répondre à combien de mètres de niveau marin? Ça, il faut savoir. Ça peut épater les gens un soir. 6 mètres de niveau marin pour le Groenland, 60 mètres pour l'Antarctique. Est-ce que vous avez... Bon, donc le Groenland va disparaître. Maintenant, combien de temps il faut? Alors nous, dans nos simulations numériques, on trouve que le Groenland va disparaître dans à peu près 1000 ans. Wow, wow, cool, il y a le temps. En fait, dans nos simulations numériques, elles sont avec des résolutions spatiales d'à peu près 30 km. C'est des cases de 30 km. Et en fait, en glaciologie, les rivières de glace, elles ont une épaisseur, si vous voulez, de 4 km. Aujourd'hui, grâce au spatial, on peut savoir et on peut voir les glaciers avancer. On peut voir à quelle vitesse ils avancent. Ils avancent 30 fois plus vite que dans nos modèles. Pourquoi? Parce que dans nos modèles, on n'a pas les sédiments, puis on n'a pas la résolution spatiale. Vous divisez 1000 par 30, tout de suite, ça fait plus impressionnant. 30 ans. Ce n'est pas 30 ans non plus, mais c'est peut-être 300 ans. Donc il y a énormément d'efforts qui sont faits pour savoir quand est-ce que la calotte... En plus, le fait que la calotte de glace disparaisse, ça ne nous intéresse pas vraiment. 1 mètre suffira. Si vous avez 1 mètre de niveau marin, toutes les installations portuaires sont là. Beaucoup de gens sont... Enfin, il y a énormément de problèmes. Donc 1 mètre suffirait. 1 mètre, c'est effectivement dans quelques décades. Si ça continue comme ça, hein, ou pire. Par contre, l'Antarctique, pourquoi l'Antarctique ne bouge pas? Quel est le plus grand désert du monde? Eh ouais, bah, j'étais aidé là. Pourtant, les gens répondent souvent quand même le Sahel ou les déserts. Non, c'est l'Antarctique. L'Antarctique, c'est vraiment le plus gros désert du monde. Il n'y a quasiment pas d'accumulation. Comme il fait très froid, tout est gardé, donc vous avez des calottes de glace, mais il n'y a rien qui tombe quasi. Si on réchauffe le climat, on va réchauffer l'atmosphère. Si on réchauffe l'atmosphère, les masses d'air qui contiennent de l'eau arriveront plus en Antarctique. Donc, pendant un moment, l'accumulation va monter. Et l'ablation, c'est-à-dire le fait de fondre, ben, ça n'est pas suffisant parce qu'il en faut pas mal d'ablation pour qu'on touche la fonte en Antarctique. Donc, dans un premier temps, en fait, il va y avoir compensation des deux effets. Donc, nous, on prédit quoi? Que le Groenland va fondre, que l'Antarctique, il va fondre aussi, mais il en faudra mettre plus. Et que disent les données satellitaires? C'est ça qui est important. Les données satellitaires, aujourd'hui, quand elles font les bilans de masse, elles disent que le Groenland fond, et elles disent que l'Antarctique fond aussi. Donc, il semble qu'on ait tort, que ce soit pire que ce qu'on pense. Bon, j'en arrive aux conclusions. Donc, je vous ai fait faire un voyage quand même un petit peu long, mais quand même de 3,5 milliards d'années, vous n'aurez pas peur de votre soirée. Et on a vu plein de choses. On a vu qu'en fait, le climat, la plupart du temps, il est régulé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une conjonction entre la tectonique des plaques, le cycle du carbone, le climat, qui fait que le climat de la Terre est régulé chaud, pas de calotte de glace. Il y a des moments dans lesquels on vit où il fait plutôt froid, parce que le taux de CO2 est bas. Et effectivement, il y a des calottes de glace. Bon, maintenant, on est en train de changer le taux de CO2, de le changer drastiquement. On va sans doute arriver assez rapidement à 500 ou 600 ppm. Si vous regardez toutes choses égales par ailleurs, quand est-ce qu'on avait 600 ppm? Vous allez tomber sur l'Éocène, il n'y avait ni Antarctique ni Groenland. Ceux qui ont bien suivi le talk vont me dire « Ouais, mais ça n'a pas de sens ce que vous dites, vu que ce qu'on regarde maintenant, c'est instantané, et la réponse de ces systèmes, c'est des milliers d'années. » Donc c'est vrai, mais ça veut dire que la fonte est engagée. Celle du Groenland, elle est déjà engagée. Et que ce sera difficile de revenir en arrière. C'est comme des gros bateaux, si vous voulez. Une fois que c'est parti, pour refaire du froid sur le Groenland, ça ne va pas forcément être facile. Donc il faut garder ça à l'esprit. Il faut garder qu'en fait, il y a des mécanismes de rétroaction, et c'est le truc le plus important de ce que je vais dire, qui permettent en fait à la Terre de protéger la vie, pas la Terre elle survivra même sans vie, la vie sur Terre de la disparition. Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, ce n'est pas dangereux pour la vie, ce sera un autre type de vie,
C'est dangereux pour les 6 à 7 milliards d'hommes ou 9 milliards d'hommes qu'il y a, qui, eux, auront du mal à vivre avec cet environnement qu'on est en train de se faire nous-mêmes. Donc c'est ça qu'il faut retenir, enfin que j'aimerais que vous reteniez. Enfin, je vous remercie. Et n'oubliez pas pour le champagne de faire quelques efforts pour les questions. Vous pouvez commencer à poser des questions, voilà. Quelle est l'influence de la précision des équinoxes justement sur la modification des cycles? Ouais, ça c'est une très bonne question. Donc je vous ai parlé des paramètres orbitaux, mais je n'ai pas été dans les détails. Donc il y a premièrement l'excentricité qui oscille avec 100 000 ans. L'excentricité, c'est le fait que la trajectoire de la planète soit plus ou moins circulaire. Donc ça, c'est important pour le climat. Il y a un autre paramètre qui est important, ça je vous en ai parlé, c'est l'obliquité, 40 000 ans. Et il y a un autre paramètre qui est la précession des équinoxes, qui, lui, va jouer directement, par exemple, sur les moussons. Donc la précession des équinoxes a une importance colossale pour tout ce qui est cycle hydrologique, en particulier pour les moussons. Donc si on regarde l'impact lui-même, quasi tout seul, de la précession des équinoxes, c'est-à-dire la précession des équinoxes, c'est 20 000 ans, donc on se met il y a 9 000 ans à peu près, et on regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui est le changement qui vous apparaît tout de suite, il y a 9 000 ans, c'est le fait que le Sahara, enfin c'est plutôt 6 000, mais enfin 9 000 aussi, était vert. C'est-à-dire que les moussons, autant d'ailleurs africaines qu'asiatiques, que sud-est asiatiques, sont beaucoup plus fortes. Donc la précession des équinoxes joue un rôle fondamental sur les moussons. Et les moussons jouent un rôle fondamental dans des régions du monde comme l'Afrique. Donc ça, c'est très important. Je n'en ai pas parlé, en fait, parce que c'est des fréquences de temps de l'ordre de quelques milliers d'années, et bon, j'ai arrêté là, parce que j'en avais déjà assez. Mais effectivement, c'est très important. J'avais une question sur le modèle de boule de glace. Donc, vous nous avez dit que après la déglaciation, on se retrouve avec une atmosphère qui est chargée massivement en dioxyde de carbone, qui se retrouve en contact avec les océans. Et justement, quel est le rôle des océans là-dedans? Parce qu'ils peuvent aussi absorber du dioxyde de carbone et ils vont réguler, transporter de l'énergie, etc. Vous n'avez pas beaucoup parlé du rôle des océans dans tous ces modèles. Alors, en fait, je suis content que vous posiez cette question, parce que tout à l'heure, dans l'exposé, je vous ai dit que j'y reviendrai. Mais en effet, le rôle des océans, enfin bon, il y a deux fluides caloporteurs dans le système atmosphérique. Le système climatique, c'est l'atmosphère et évidemment le rôle des océans. La tectonique des plaques, quand elle change les plaques, elle change aussi les bassins océaniques et les courants océaniques et la dynamique océanique. Donc il y a des configurations qui sont propres à des climats chauds, des configurations qui sont propres à des climats froids aussi du point de vue océanique. C'est moins facile à montrer. Qu'est-ce qui se passe? En fait, si vous voulez, la théorie de la snowball classique, elle est fausse sur à peu près tous ces piliers. Mais elle est à peu près valable quand même. Alors je vais vous expliquer par exemple dans le cas de la déglaciation. Si vous avez un pH, une atmosphère très chargée en CO2, évidemment votre pH... enfin non, je vais revenir un peu en arrière. Il y avait des gens qui n'étaient pas du tout contents de la snowball. Je vous ai dit que tout le monde était content, mais ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui n'étaient pas contents du tout, et en particulier les biologistes. Parce que les biologistes, ils ont dit, ouais, mais attendez, là, c'est des millions d'années. On peut mesurer combien dure une snowball grâce au fait que tant qu'il y a de la snowball, il y a des particules qui viennent extraterrestres qui s'entassent dessus, puis après elles plongent, et après on ne les a plus. Donc on peut calculer la durée d'une snowball Earth. Et c'est à peu près une dizaine de millions d'années. Donc les biologistes ont dit, mais attendez, pendant 10 millions d'années, non, c'est pas possible, la vie n'y résisterait pas. Et Paul Hoffman, qui était le plus grand défenseur de la snowball Earth, il répondait toujours, mais on s'en fout, elles iront comme toujours, dans des refuges. Il y a toujours des refuges, des points chauds, des endroits où il fera meilleur, et elles recoloniseront après. On peut y croire, ne pas y croire. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant la déglaciation, il y aura tellement de CO2 autour de l'océan. Si l'océan avait été vraiment hermétiquement fermé, que ça aurait été la mort certaine de la vie. Donc ça ne s'est pas passé comme ça. Et en effet, on peut montrer, nous on a fait des papiers là-dessus, que ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, il y avait effectivement une banquise, mais ce n'était pas hermétiquement clos. Le CO2 il percolait dans l'océan parce qu'en fait, il suffit de surface libre très 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 petite à l'échelle des bassins océaniques pour que le CO2 puisse être en interaction avec l'océan. Donc qu'est-ce qui se passe en réalité? Le CO2 est émis, une partie s'entasse dans l'atmosphère, une autre partie passe dans l'océan. Donc l'océan, il s'acidifie doucement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand l'océan s'acidifie? Parce que sinon, c'est la mort pareil. Eh bien, quand l'océan est assez acidifié, il s'acidifie sur
sa colonne, et là, comme l'océan est un peu acide, il commence à éroder les basaltes des fonds marins. Et quand il érode les fonds marins, les fonds basaltiques, c'est exactement comme je vous ai dit pour les continents, c'est un très bon puits de CO2, et on peut montrer que l'érosion des fonds marins, des basaltes des fonds marins, va tamponner le pH de l'océan à peu près à 6. Il ne descendra pas plus bas, à cause de ce puits de CO2 océanique. Et ça, c'est très fort au sens où, si on prend le schéma classique d'une snowball Earth, on va dans le mur, parce que de toute façon, la vie ne peut pas continuer. Donc forcément, le CO2 a percolé dans l'océan, tranquillement, pendant des millions d'années, et c'est aussi érodé grâce au basalte. Et en fait, si vous voyez que la vie elle est encore là, c'est bien parce que quelque part, il y avait un processus, quelque chose, qui fasse qu'on puisse tamponner un effet qui aura été mortel. Et toute l'histoire de tout ce que je vous ai raconté, c'est ça. C'est d'essayer de comprendre les feedbacks et les rétroactions qui font qu'à la fin, vous avez l'impression que la Terre est un système vivant. C'est-à-dire qu'en fait, elle arrive à se reculer. Et moi, ce que je n'aime pas dans cette histoire de système vivant, c'est que c'est un aspect un peu religieux. Moi, je n'aime pas trop. Cet aspect, on ne comprend pas, mais on observe et puis on est admiratif. Moi, je suis admiratif, mais je pense que c'est pour des très bonnes raisons que ça s'est fait comme ça. Et d'ailleurs, je vous en ai pas parlé ce soir, mais demain soir, si vous revenez, je peux faire les 3,5 milliards après, enfin la suite. Et là, vous allez voir que ça ne marche plus du tout très bien. Évidemment, au fur et à mesure que le Soleil monte en température, eh ben, les régulations ne fonctionnent plus et la vie disparaît bien avant la géante rouge. Et donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de hasard là-dedans. C'est vraiment des processus qu'on peut isoler, calculer, quantifier, qui s'annihilent ou pas. Et enfin, bon. Cette régulation-là, elle est sous-jacente, il y a plein de processus assez compliqués. C'est super inquiétant. Bon non, parce que c'est pour dans 800 millions d'années, vous êtes tranquille. Si vous oui. avez un placement à faire, vous pouvez quand même le faire. D'autres questions? Quelle est votre théorie sur les 5 extinctions massives d'origine météoritique, enfin, la fameuse théorie qui... Alors, moi, personnellement, comme je vous ai dit, je suis juste un modélisateur. Je n'ai pas de théorie. Par exemple, là, ce soir, j'ai fait les grandes tendances. Et justement, je n'ai pas parlé des 5 crises qui sont pourtant assez fondamentales. D'abord parce que ce n'est pas sûr que les 5 crises aient une origine climatique, donc c'est moins... elles vont avoir une influence sur le climat. Moi, si vous voulez, je pense que dans les environnements de crise, forcément, le climat a dû jouer un rôle. Par exemple, Vincent Courtillot, il prétend que chacune de ces 5 grandes crises est associée à un trap, visible ou invisible, c'est-à-dire à une explosion volcanique majeure. Et ce n'est pas des volcans comme aujourd'hui, hein, c'est vraiment des énormes choses qui crachent du CO2 pendant très longtemps. Et ça, c'est possible. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait un modèle, enfin, en gros, je vais vous dire ma théorie comme j'en ai une. Il y a 5 crises. Ces 5 crises se produisent dans des conditions très différentes. Par exemple, la limite KT. Ça, c'est très intéressant. La limite KT, c'est un astéroïde qui tombe. Bon, ça ne correspond pas à une théorie, c'est un accident de la vie. Et en fait, si vous regardez le climat maintenant, bon, alors là, vous avez la limite KT, donc ça vous fera un petit point comme ça, un peu bizarre dans votre enregistrement. Mais si vous regardez le Maastrichtien, le dernier état du Crétacé, et le Paléocène, le premier état du Tertiaire, même climat. À peu près même climat. Vous ne pouvez pas faire de différence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment un accident. C'est-à-dire que ça s'est très mal passé pendant très peu de temps, mais que voilà, les choses ont... le climat n'a pas vraiment été affecté, ni même n'a affecté. Alors, pour d'autres transitions, on ne pense pas que c'est comme ça. Il y a des transitions, on pense, par exemple, famien, faménien, enfin bon. Moi, ce que je pense, c'est que chaque crise est différente, qu'il n'y a pas un modèle unique de crise, et qu'elles se produisent à différents moments, dans des contextes très différents. Donc, soit elles sont accidentelles, soit elles sont liées à des processus de plus long terme, et à mon avis, ils ne peuvent être que différents. Par exemple, le fait que l'élucidation de la plus grande crise, celle du Permo-Trias, bon, il y a toujours 5 ou 6 théories possibles. Donc, moi, je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est que beaucoup de gens, ils aiment bien avoir une seule explication pour tout, ou au moins une seule explication par crise. Mais souvent, la vie, elle est super résistante. Ce qui fait que pour que vous ayez une grosse crise, il faut souvent la conjonction de plusieurs phénomènes défavorables. Par exemple, à la limite KT, ça a été effectivement terrible, l'astéroïde. Mais comme le dit, d'ailleurs, assez justement, je pense, Vincent Courtillot, enfin, je ne sais pas s'il dit ça lui, mais en tout cas, il y a eu des trappes importantes juste avant, et sans doute que ces trappes ont vraiment fragilisé le système. Et après, l'astéroïde a été le coup de massue qui a fini de... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il
Il n'y a pas, enfin moi ma théorie c'est qu'il n'y aura certainement pas une seule cause pour toutes les crises, ni même forcément une seule cause par crise. Par exemple, pour la limite Permo-Trias, il y a pas mal de chances que l'océan soit devenu pas mal anoxique, ce qui expliquerait pourquoi tant d'espèces marines disparaissent. Et c'est très difficile à prouver, et on ne sait même pas pourquoi. Donc voilà, je pense que c'est très compliqué, et donc je n'ai pas de théorie. Je ne sais pas si on a une. D'autres questions? Oui, si j'ai bien suivi, vous avez parlé de 2 périodes de snowball. Donc la dernière, il y a 800 millions d'années à peu près, un petit peu plus récent, et une beaucoup plus tôt dans l'histoire de la vie, enfin dans l'histoire de la Terre, pardon, sur laquelle, bien sûr, on sait peut-être moins de choses parce que c'est difficile à remonter jusqu'à cette époque-là, mais sur laquelle vous êtes passé assez vite. J'aurais bien voulu que vous reveniez un petit peu sur... Ouais, mais en fait, je suis revenu... Mon job, c'est de prendre des modèles, enfin, je pense que vous avez compris, de prendre des informations, de contraindre ces modèles pour réussir à quantifier des possibilités. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Le problème de la glaciation huronienne à 2,4 milliards d'années, c'est que je n'ai même pas la paléogéographie. C'est-à-dire je ne sais même pas... Il y a 800 millions d'années, si vous voulez, j'ai des paléogéographies. Je peux dire des choses tout à fait sensées sur la paléogéographie, comme je vous ai montré, le continent qui se casse. Mais il y a 2,4 milliards d'années, je ne sais pas. Je ne sais pas faire des simulations numériques dans un contexte où je suis complètement aveugle sur la paléogéographie qui détermine tout, hein, qui détermine le climat sur le continent, qui détermine les océans, qui détermine plein de choses. Et c'est pour ça qu'on ne les a pas faites. Et en plus, cette idée de casting, moi je la trouve assez séduisante, c'est-à-dire le fait que vous auriez biologiquement des cyanobactéries hyper marginales dans un océan chaud, à l'Archéen, un océan assez différent de l'actuel, et des archéméthanogènes qui produisent. Et c'est quand même pas, ou alors, enfin, ça paraît, c'est peut-être pas le bon processus, mais il y a certainement un lien entre la montée rapide, et qu'on peut dater, hein, de l'oxygène, il y a 2,45 milliards d'années, et la glaciation. C'est synchrone. J'y étais pas, mais si vous voulez, dans l'enregistrement, c'est synchrone. Donc ça veut dire, alors que l'oxygène ne peut rien faire par lui-même, c'est un gaz diatomique, il n'a aucun effet de serre. Par contre, effectivement, si c'est des producteurs biologiques qui font du méthane, et que pour elles, l'oxygène est un poison, elles disparaissent. Elles vont dans des refuges, exactement comme disait Hoffman, pour ça il a raison. Elles vont dans des refuges anoxiques, où elles continuent à vivre, comme aujourd'hui. Et donc, c'est vachement difficile de quantifier des choses climatiques. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé, parce que si c'est biologique et que ça s'est passé comme ça, moi, je ne peux pas apporter grand-chose. Parce que moi, j'ai des modèles radiatifs qui calculent des taux de CO2, des taux de méthane, ça a déjà été fait. Mais si je pouvais, je vous assure que je le ferais. Mais je ne peux pas. Surtout qu'il y a des grosses discussions sur est-ce que c'était vraiment une snowballers ou est-ce que c'était que des parties de continents qui ont été englacées. Enfin, c'est très discuté. D'autres questions? J'ai une question, j'ai 2 questions. Alors, en fait, tu viens de parler de la snowballers qui n'a pas été complète. J'ai lu que lorsque la calotte glaciaire descendait au-dessous d'une certaine latitude, ça donnait un processus catastrophique qui englaçait la planète entière. Ça, c'est pas correct? Si. C'est-à-dire que si... les calottes de glace, naturellement, dans toutes les autres glaciations, elles sont dans les zones polaires. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de calottes de glace dans l'histoire? C'est parce qu'il faut 2 choses. Il faut des continents en position polaire ou prépolaire. Donc, par exemple, au Crétacé, il n'y en avait pas. Donc, déjà, pas de calotte de glace parce qu'il n'y avait pas de support. Et puis, il faut un taux de CO2 qui soit faible. Il faut la convergence de ces 2 choses-là. Quand vous avez la convergence de ces 2 choses-là, vous faites des calottes dans les zones polaires. S'il fait froid, les calottes s'étendent. Comme par exemple au dernier maximum glaciaire, où les calottes s'étendaient sur l'Europe jusqu'à la Hollande à peu près. Et aux États-Unis, bien au-dessous de New York. Et en fait, le problème, c'est que c'est très difficile de les faire s'étendre plus que 30 degrés. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 moteurs qui sont très actifs quand même. C'est l'atmosphère et l'océan qui reçoivent pas mal d'énergie à l'équateur et qui la redistribuent. Donc, vos calottes de glace, elles descendent, et puis à un moment donné, elles sont bloquées parce que le moteur terrestre, par l'énergie, il est quand même capable de le faire. Et pendant un moment, ça reste comme ça, à peu près vers 30 degrés au niveau des tropiques. Et puis, au bout d'un moment,
c'est après un certain temps, c'est l'inertie glaciaire et le changement glaciaire va l'emporter. C'est-à-dire que l'atmosphère et l'océan ne vont plus être capables de le faire, et donc ça va très vite se fermer. Ce qui fait que si vous pouviez voir un film de la Snowballers, vous verriez une extension assez lente jusqu'à 30 degrés. À 30 degrés, vous verriez comme si le film était sur image fixe pendant un certain temps, puis clac, ça se ferme. Donc effectivement, dès qu'on a réussi à passer la barrière qui correspond à la cellule de Hadley, qui correspond à des courants océaniques, de 30 degrés, dès qu'on a réussi à passer ça, on passe. C'est vraiment, comme tu dis, catastrophique. C'est-à-dire il y a vraiment un point dur qui est là, et puis après, c'est bon. Une fois que ça a lâché, c'est bon. Et donc, comment on explique qu'il puisse y avoir eu des zones qui n'aient pas été englacées? Qui est des zones qui n'aient pas été englacées. Bah oui, pour permettre à la vie de survivre et à l'océan de ne pas s'acidifier. Enfin, ça, c'est des raisonnements très analogues à aujourd'hui. Si vous regardez aujourd'hui l'océan, et que vous ne regardez pas non pas la banquise, la glaciation, mais les points chauds océaniques. Les zones qui sont chaudes simplement parce qu'elles sont au-dessus de points chauds. Et bien, tout de suite, vous faites la somme avec votre calculette de toutes les surfaces correspondantes et vous allez arriver à quelques milliers de kilomètres carrés. Ce qui est dérisoire par rapport à l'océan, mais quand vous regardez combien il faut pour que le CO2, percole dans l'océan, il ne faut pas plus que quelques centaines à quelques milliers de kilomètres carrés. Donc, c'est par analogie, si vous voulez. On se dit, il y a des points chauds, il y aura toujours eu des points chauds parce que le volcanisme continue, la tectonique des plaques continue. Ces points chauds, sur l'océan, ils permettent des surfaces non englacées et donc le CO2 percole. Et en fait, tout pour la vie, pour un snowball, tout est océanique. Je ne vais pas parler de ça, mais la vie sur les continents, c'est le Dévonien, c'est il y a 400 millions d'années. La vie sur les continents, c'est tout jeune par rapport à la vie océanique. D'ailleurs, c'est une période climatique très intéressante, le Dévonien aussi, mais ce sera pour une prochaine histoire. Mais en tout cas, là, oui, c'est très facile de montrer, en fait, on a publié ça déjà, qu'en raisonnant par analogie, il y a toujours eu des points chauds, et donc, il y a toujours des surfaces, et donc il y a toujours des zones refuge. Moi, je ne suis pas biologiste. Je suis incapable de conclure entre les gens qui disent « c'est pas possible » et les gens qui disent « mais si, c'est possible, il y avait des refuges ». Parce que c'est un problème qui me dépasse, moi, comme modélisateur. Je pense que c'est plus un problème de croyance qu'autre chose. Personne ne sait. Mais par contre, ce que je sais, c'est que dans la déglaciation, c'est un contexte tellement dur, si la snowball est vraiment complètement verrouillée, que ce n'est pas possible. Ça, on le sait. Et donc, à moins qu'il y ait des mutations extraordinairement rapides qui permettent à des espèces, et là c'est vraiment très rapide, de supporter un pH extrêmement faible, c'est peu probable. Mais, il y avait des trous, donc. Hein, il y avait des trous dans la glace, donc. Ah oui, il y avait des trous dans la glace. Moi, je montre toujours dans mes exposés le modèle de la snowball tel qu'il est, parce qu'il est très simple. Il est très simple, il est très séduisant. Mais en fait, chaque pilier est faux. Par exemple, le truc du CO2 pour sortir. Vous vous dites, ah bah ouais, c'est génial, le volcanisme. Bon. Il se trouve qu'il y a un prof qui, au lieu d'utiliser un modèle énergétique, a utilisé un modèle dynamique. Et il a cherché à savoir quel était le seuil pour sortir. Et là, il s'est avéré que, un peu comme aujourd'hui en Antarctique, si vous voulez, l'Antarctique est tellement froid que l'hiver, il y a une inversion. C'est-à-dire que quand vous montez dans l'atmosphère, il fait de plus en plus froid normalement. Ben là, au-dessus de l'Antarctique, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous montez, il fait plus chaud. Et là, vous cassez la structure atmosphérique et vous cassez l'effet de serre. Donc, le gars, il a montré, avec un modèle vachement raffiné, qu'en réalité, à cause de cet effet-là, le taux de CO2 pour sortir, il était peut-être 10 fois plus important que ce qu'on pensait. Et là, on arrive aux limites de ce qu'on sait faire, parce qu'on sait que les snowballers ont duré à peu près 10 millions d'années. Et on sait qu'on ne peut pas trop jouer sur le taux de CO2 émis par les volcans quand même. On ne peut pas dire, ah bah si, c'était 100 fois plus, non. Donc en réalité, pour sortir d'une snowballer, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'avait prétendu Hoffman. Et en fait, on pense maintenant qu'à peu près sur 10 ou 12 millions d'années, la possibilité qu'il y ait une grosse explosion volcanique tout à fait normale comme il y en a maintenant, enfin, il y a eu le Toba, il y a des grosses explosions volcaniques, est assez grande. Et que ça a sans doute aidé à un moment propice à sortir. Parce que sinon, on n'y arrive pas. Donc, si vous voulez, chaque idée qui fonde la snowball est pas mal critiquée. Là, par exemple, dans Nature, il y a eu un papier la semaine dernière, donc c'est encore un truc chaud, où ils disent que le taux de CO2 en sortie de snowball était de peut-être 10 fois le taux actuel. Ça, c'est pas possible, on ne serait pas sorti. Donc, il y a plein de discussions. C'est un domaine où il y a vraiment beaucoup de discussions. Et moi, là-dedans, franchement, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que ça explique plein de choses. Ça les explique peut-être pas très bien. Peut-être que demain ou après-demain, il y aura vraiment un résultat qui montrera que ça, c'est pas possible. Mais en attendant, il y a énormément de données, qui montrent qu'il
il y a sans doute eu un épisode, enfin, en fait, 3 épisodes assez importants au Néoprotérozoïque. Ce que tu nous dis, c'est que tout est faux, mais l'ensemble est vrai. Non, ce que je dis, c'est que l'histoire que je raconte dans les séminaires, parce que sinon ce serait très compliqué, elle est simplifiée. Et donc, ce que je veux que vous soyez conscient, c'est qu'elle est simplifiée. Mais moi, je crois, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, je crois que cette hypothèse, cette théorie en quelque sorte, explique tellement bien beaucoup de choses que c'est sans doute quelque chose qui va rester. Parce que sinon, c'est très difficile à expliquer les bifs, c'est très difficile. Le C13, très difficile. Et alors, les carbonates, encore plus dur. Donc moi, je pense que c'est sans doute peut-être beaucoup plus compliqué qu'on pense aujourd'hui, mais ça reste très opérationnel comme modèle pour l'instant. Ça explique beaucoup de choses. Et moi, je ne suis pas très sensible aux critiques des biologistes qui disent 10 millions d'années dans une snowball, c'est néfaste à la vie. Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas. Moi, je sais pas. Il faut voir quelle vie c'était. Hein. C'était quand même pas extrêmement développé. Donc que cette vie puisse effectivement subsister comme c'est le cas dans plein de cas, dans des refuges pendant très très longtemps, et que dès que l'environnement redevient possible, elles partent. Moi, ça me paraît pas une preuve très forte, quoi, toutes ces discussions de biologistes. Par contre, si on me dit qu'à la sortie d'un épisode de Snowballers, en fait, le taux de CO2 était très faible, alors ça me parle plus. Parce que là, il faut trouver des processus, alors là, c'est différent. D'autres questions ? Sinon, j'en pose une dernière, puis on termine. Ah. J'avais une petite question curieuse sur le début de la glaciation en Antarctique, en fait, où on voit que ça se passe effectivement, il faut le rôle de l'ouverture, finalement, l'isolement de l'Antarctique par rapport au sud de l'Amérique du Sud. Et on a l'impression que ça se passe par la péninsule antarctique, en fait. Et justement, en fait, dans l'hypothèse fermée par rapport à l'hypothèse ouverte, il n'y a pas tant de différence que ça. Donc, en fait, ma question, c'est quel est réellement le rôle de l'ouverture et de la fermeture dans le début de la glaciation ? C'est une bonne question. Il y avait 2 écoles. Il y avait pas mal d'océanographes autour de Dijkstra, tous ces gens-là, qui disaient c'est l'océan qui est important, parce que l'océan va amener de la chaleur ou pas à l'Antarctique, et c'est ça qui va être fondamental. Et donc, le passage de Drake et la circulation circumpolaire, c'est ça qui est fondamental. Bon, ils ont fait des papiers là-dessus. Puis il y a une autre école de pensée qui ont dit non, on s'en fout de ça, parce que regardez, rien qu'avec le CO2, on y arrive. Alors, en fait, les deux sont d'une mauvaise foi incroyable. Les gens qui ont montré qu'avec le CO2, ils y arrivaient, ils utilisent ce qu'on appelle dans notre jargon un slab, c'est-à-dire une couche océanique, pas de courant, juste une couche inerte océanique. Donc ils ne peuvent rien dire. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'avec leur modèle, avec un taux de CO2 d'à peu près 3 fois le taux de CO2, on y arrive. Et les gens qui ont utilisé les modèles océaniques n'ont pas changé le CO2. C'est toujours la même idée, c'est-à-dire qu'il faut une cause par phénomène. Et moi, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, en fait, le plus important, ça semble être le CO2. Pourquoi ? Parce que quand il est haut, il n'y a pas de possibilité d'englacement, que le passage soit ouvert ou fermé. Quand il est bas, de toute façon, on va englacer, que le passage soit haut ou pas. Par contre, pourquoi c'est arrivé à 34 millions d'années ? Pourquoi pas un petit peu avant ou un petit peu après ? Pourquoi ? Alors que justement, c'est l'ouverture du Drake. Parce qu'au niveau de CO2 qu'on avait il y a 34 millions d'années, on pense que l'ouverture du Drake a modifié les courants de telle sorte que, d'une part, moins de courants chauds arrivaient, et d'autre part, à cause du circumpolaire, on avait vraiment une isolation de l'Antarctique. Donc en fait, le seul rôle, enfin ça c'est mon avis, le seul rôle de l'ouverture du passage de Drake, c'est qu'au lieu d'englacer, si vous voulez, s'il n'y avait pas eu d'ouverture du passage de Drake, on aurait sans doute englacé, enfermé à 25 millions d'années avec un taux de CO2 un peu plus bas. Et le passage de Drake, il a permis de le faire plus vite, c'est tout. De toute façon, le CO2, ça c'est vrai, aurait réglé l'affaire. Et donc, moi je suis un peu plus du côté, même s'ils sont de mauvaise foi, des gens qui ont montré ça, parce qu'ils l'ont montré avec des mauvais outils. Mais ça reste vrai, c'est-à-dire que le taux de CO2 va vous permettre de le faire. Et c'est pareil, le Groenland, on peut le faire. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de calottes de glace, c'est aussi lié à ça. C'est-à-dire que le taux de CO2 de la Terre, en général, il est beaucoup plus élevé. Là, on vit vraiment dans un minimum. En général, il est beaucoup plus élevé, il est de l'ordre de 400, 500. Dans les périodes plus anciennes, encore plus élevé. Et là, il n'y a pas de calotte, de toute façon. Par exemple, la dernière calotte de glace avant l'Antarctique, est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle était ?
C'est très vieux. Elle était au Permo-Carbonifère, il y a 300 millions d'années. Entre 300 millions d'années et 30, rien. Pourquoi? Parce que le CO2 est suffisamment élevé, et le contexte paléogéographique, pour éviter que ça se passe. Donc c'est rare, c'est très rare, parce que la Terre est régulée trop chaude pour que ça se passe, qu'il y ait souvent des calottes. Et la dynamique océanique, même si je n'en ai pas beaucoup parlé, elle joue un rôle important. Mais sur des échelles de temps que j'ai montrées, je pense que c'est vraiment le CO2 qui va jouer. La dynamique océanique, elle peut moduler un peu quand est-ce que les choses vont se passer. Mais je ne pense pas qu'elle soit en mesure d'aller contre un englacement quand le CO2 va le permettre. D'autres questions? Moi, j'ai posé une question qu'on m'a posée aujourd'hui et je n'ai pas su y répondre. Donc, je te la pose. Je t'allais te poser au début, mais tu n'as pas complètement répondu, on n'avait pas eu le temps. C'est comment sont apparus les premiers continents? Tu as expliqué que les continents faisaient du yo-yo sur la planète, mais en fait, d'où ils viennent les continents? Et pourquoi il y en a eu qu'un seul endroit et pourquoi ils étaient à cheval sur des plaques, enfin, des choses comme ça? Alors, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas. L'origine, je ne suis pas sûr que quelqu'un sache vraiment des continents. Ce qui est sûr, c'est que vous arrivez sur Terre, vous êtes un extraterrestre et vous regardez la planète, elle est vraiment bleue là. À 3,5 milliards d'années, elle est vraiment bleue. Il n'y a quasiment pas de surface continentale. Il y a peut-être quelques îlots qui sont liés à des volcans, mais il n'y a pas de surface continentale. La surface continentale, elle n'apparaît qu'autour de 3 milliards d'années. Il y a plusieurs théories là-dessus. Il y en a une qui est que la surface continentale, elle a été construite, mais c'est pas vraiment mon truc, elle a été construite sous la mer, et qu'elle a été émergée à un certain moment, à 3,2 millions d'années, je ne sais pas pourquoi, 3 milliards d'années, je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est une théorie. C'est-à-dire qu'en fait, l'albédo de la Terre n'aurait pas bougé, ça aurait été que de l'océan, jusqu'à assez vite, pas mal de continents. Et puis, il y a des gens qui disent que ça s'est accrété petit à petit, mais moi je ne connais pas les mécanismes d'accrétion de l'océan. Ce qu'on peut penser, c'est qu'entre 3 et 2,8, il y en avait déjà pas mal, et suffisamment pour penser que la tectonique des plaques ait commencé à jouer son rôle de casser, ramener de façon importante les continents. C'est-à-dire qu'il y a des cycles de Wilson depuis très longtemps. Mais l'origine elle-même des continents, je ne sais pas répondre. La prochaine fois, je regarderai un livre. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très bien sûr. Ah oui, c'est pas forcément. Tu m'avais dit que c'est quand même lié à la vie. Enfin, oui, mais il y a des gens qui disent que c'est lié, que c'est lié à la vie, qu'il a fallu de la vie pour produire des continents. Mais j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises sur un sujet que. Moi, je te fais pas dire de une bêtises. prochaine fois. Mais là, non, je connais pas, vraiment pas. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter là. Ah si, une dernière question, une question qui arrive. Par rapport à ça, justement, j'avais lu il y a longtemps qu'il y avait une variable, le diamètre de la Terre avait varié depuis le début. Est-ce que ça ne peut pas être une des causes, justement, de la déformation de la croûte, puis un enflement parce que si le diamètre de la Terre, il y a justement tout ce qui est tellurique, ça cherche à... Ouais, mais vous voulez dire que le rayon de la Terre... parce que j'ai oublié de dire un truc très important, qui fait que je pense que je peux répondre à votre question, mais je ne suis pas sûr. Pourquoi je vous parle toujours de 3,8 et pas du début, du vrai début, à 4,6 ? Il y a une raison extrêmement simple. C'est qu'il y a un bombardement qu'on appelle le bombardement tardif, dont vous voyez des images sur la Lune. C'est-à-dire que la planète Terre, comme les autres, ont été bombardées de façon vraiment colossale autour de 3,8 milliards d'années. Et donc, c'est un article très connu d'un gars qui s'appelle Morbidelli, et donc on pense que ça a tout effacé. En tout cas, du point de vue climatique, moi, je ne peux pas remonter plus loin. Et donc, là où je me mets, c'est-à-dire à 3,8 milliards d'années, je considère qu'il y a un océan global, il n'y a quasiment pas de terre, mais je considère que la Terre enfin, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais je pense qu'elle a cessé d'évoluer pour moi, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. Ça, vous voulez dire, vous parliez d'avant. Non, j'avais vu un modèle c'était assez récent, il y avait même une différence entre le secondaire, enfin le mésozoïque. Ah, vachement plus récent. Alors, ouais, non, voilà, ça, et que le rayon de la Terre aurait bougé. Oui, il suivrait un peu. Il y a un coefficient avec justement l'expansion de l'univers, mais il y a une corrélation entre les deux. Non, mais c'est marrant, on m'a posé une question une fois un peu comme ça, mais non, je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas vous répondre. Là, je ne sais pas.
Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va te remercier encore une fois. Voilà. Au revoir, merci d'être venus à tous. Puis à bientôt, prochaine fois.